Salut à tous, Adélion Péta de la chaîne Géopolitica Mondiale. Ici, vous devez remarquer que c'est un peu différent ici. C'est un peu étrange, n'est-ce pas? Eh bien, cela fait partie des nouveautés de la chaîne. Récemment, j'ai déménagé dans une autre ville et maintenant je suis dans une nouvelle ville. J'ai donc décidé de prendre un espace pour moi, d'avoir un décor adapté pour faire des vidéos YouTube avec vous. L'autre changement, c'est que maintenant, nous aurons plus de vidéos sur YouTube, ici sur la chaîne Géopolitique Mondiale, tous les lundis et jeudis à midi, à l'exception de ce jeudi. Parce que j'étais encore en train de préparer le décor, de déménager, c'était le chaos à la maison, ça a fini par retarder les choses. Mais les lundis et jeudis, il y aura des vidéos de commentaires sur l'actualité à midi et le samedi à 19h. Ces vidéos traditionnelles que je faisais, que je publiais le jeudi, sortiront maintenant à 19h le samedi. Mais enfin, de nouvelles choses, de nouveaux changements, on va voir ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? C'est un nouveau pari pour la chaîne. Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en continuant, comme promis, nous y allons. Alors, je vais commenter une nouvelle concernant la guerre impliquant les États-Unis, l'Iran, Israël et le Liban. Et je vais vous la montrer ici. Allons-y. Israël ignore le cessez-le-feu, bombarde le Liban et affirme avoir le soutien des États-Unis. Malgré le cessez-le-feu annoncé entre Israël et le Liban la veille, les forces armées israéliennes ont de nouveau bombardé des positions dans le sud du pays voisin ce jeudi. Tel Aviv affirme avoir le soutien des États-Unis pour attaquer Beyrouth et que la trêve dépend de l'arrêt des attaques du Hezbollah. Le groupe extrémiste soutenu par l'Iran n'a pas participé aux négociations et ne s'est pas engagé à interrompre les combats, se limitant à exiger que le gouvernement libanais abandonne les discussions avec Israël, médiées par les États-Unis. Le chef du Hezbollah, Naïm Kassim, a déclaré que l'accord annoncé mercredi est une capitulation et une défaite. Le groupe a poursuivi ses attaques contre Israël ces dernières semaines, ignorant le cessez-le-feu convenu entre Tel Aviv et Beyrouth. Le cessez-le-feu doit être global, sans que l'ennemi israélien ait la liberté de tuer, a déclaré Kassim dans un message télévisé, appelant le gouvernement libanais à mettre fin à la farce et à l'humiliation, faisant référence aux négociations avec Israël. Tant que nos villages ne seront pas en sécurité, qu'ils seront bombardés, détruits et que notre peuple sera tué, les localités du nord d'Israël ne seront pas non plus en sécurité. Dans un communiqué publié mercredi, le gouvernement Trump a déclaré qu'Israël et le Liban étaient convenus d'avancer rapidement dans la création de zones pilotes, où les forces armées israéliennes contrôleront exclusivement le territoire, au sud du fleuve Litani, zone à forte présence du Hezbollah. Le texte précisait également que la trêve est conditionnée à la cessation définitive des attaques de la milice. Le président du Liban, Joseph Aoun, a déclaré ce jeudi que la trêve négociée est la dernière chance pour une paix durable. Les résultats du 4e cycle de négociation et le communiqué publié, comprenant des points essentiels pour le Liban, offrent la dernière chance d'établir un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu final et global, chaque partie assumant la responsabilité en cas de non-coopération, indique le communiqué. Ce jeudi, un bombardement israélien dans l'est du Liban a tué au moins 3 personnes, et une autre attaque a fait une victime parmi les conducteurs dans le sud, selon la presse locale. Une attaque d'artillerie a également tué un casque bleu des Nations Unies et en a blessé 2 autres. La force de paix de l'ONU n'a pas précisé l'origine du bombardement, tandis qu'Israël accuse le Hezbollah. Des drones Donetsk ont également été aperçus survolant Beyrouth, cible de bombardements israéliens répétés ces dernières semaines. Trump avait déclaré mercredi qu'Israël n'attaquerait plus la capitale libanaise pendant le cessez-le-feu, censé être en vigueur. Le ministre de la Défense israélien a affirmé que la force de paix de l'ONU pouvait, avec le soutien des États-Unis, attaquer Beyrouth en riposte aux attaques contre Israël. Israël Katz a également déclaré que l'occupation du sud du Liban, y compris le château historique de Beaufort, se poursuivra dans un avenir proche sans que les habitants libanais ne soient autorisés à revenir. La campagne militaire israélienne a déjà chassé 1,2 million de Libanais de leur foyer dans le sud du pays, principalement des musulmans chiites, principaux soutiens du Hezbollah. Israël détruit des maisons et des infrastructures dans la région lors d'actions que, selon Amnesty International, pourraient être des crimes de guerre. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui fait face à une élection en octobre, subit la pression de l'extrême droite, qui soutient son gouvernement au Parlement pour qu'il agisse avec encore plus de force au Liban. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, cet homme, on peut vraiment dire qu'il est extrémiste. Eh bien, Binyamin Netanyahou aussi, je dois même être d'accord avec la folla, qu'il aurait cru.
Il a qualifié le cessez-le-feu de grave erreur et critiqué la prétendue promesse d'Israël de ne plus attaquer Beyrouth. L'opposition a accusé Netanyahou d'avoir abandonné la souveraineté israélienne en acceptant la demande de Trump. Selon des responsables américains cités anonymement par Axios, Trump aurait mis en garde le Premier ministre israélien lors d'un appel en début de semaine « C'est Toyantion, tu es complètement fou. Tu serais en prison sans moi. Je te sauve. Tout le monde te déteste maintenant ? Tout le monde te déteste, Israël, pour ça ?» C'est ce qu'aurait dit Trump. Trump a confirmé le récit, mais bien que les États-Unis soient le principal allié d'Israël, il n'est pas clair à quel point le président américain a réellement influencé le Premier ministre israélien. Washington négocie la fin de la guerre contre l'Iran et a besoin de la coopération de Tel Aviv pour que la guerre au Liban ne gêne pas les négociations avec Téhéran. Le régime iranien a déjà affirmé qu'il refusera tout accord ne tenant pas compte de la situation et cherche un retrait complet des soldats israéliens du sud du pays dans le cadre de la trêve finale avec les États-Unis. Donc, les États-Unis. Que se passe-t-il ici ? N'est-ce pas ? Premier point, regardons ici en commençant par le point de vue de l'Iran, n'est-ce pas ? L'Iran a perdu le principal allié qu'il avait dans la région, qui était Bachar el-Assad en Syrie. Quand ils ont perdu Bachar el-Assad en Syrie, ils ont perdu le pont logistique pour approvisionner le Hezbollah. Et en considérant aussi qu'un peu avant cela, il y a eu cette méga-attaque israélienne utilisant des beepers, n'est-ce pas ? Vous devez vous en souvenir. Où une grande partie de la direction du Hezbollah a été tuée, le Hezbollah est resté complètement désorienté, perdu. Et avec la chute de Bachar el-Assad, même la capacité d'approvisionnement en armes de l'Iran a également été gravement affectée, n'est-ce pas ? C'était une attaque israélienne très précise, ajoutée à la chute du régime d'Assad. Et là, l'Iran s'est soudainement retrouvé dans une position qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, parce que depuis 2003, lors de la guerre en Irak, quand Saddam Hussein a été vaincu en Irak, Saddam Hussein, qui était un ennemi acharné du régime iranien, il ne s'était pas retrouvé dans une situation aussi désagréable, dans une position aussi défensive. Soudain, il semblait que toute la planification géopolitique iranienne était tombée à l'eau, parce que depuis 2003, comme je l'ai dit, avec la chute de Saddam Hussein, ils accumulaient victoire sur victoire dans la région. Dans le nord de l'Irak, les milices chiites qui combattaient dans les troupes américaines ont réussi à infliger de lourdes défaites aux forces armées américaines, de sorte que les Américains n'ont jamais vraiment réussi à contrôler cette région, n'est-ce pas, dans le nord de l'Irak. Et en maintenant donc ce pont logistique depuis le nord de l'Irak vers la Syrie puis le Liban. Ils parvenèrent à former là un corridor logistique en direction de la mer Méditerranée. C'était une situation très favorable et, avec l'insurrection Houthi au Yémen, ils étaient en train de former une sorte de tenaille autour de l'Arabie Saoudite, un autre ennemi historique de l'Iran, n'est-ce pas ? En fait, presque tout le monde là-bas est un ennemi historique de tout le monde, n'est-ce pas ? Problème de région très ancienne. Enfin. Et donc, ils étaient dans une position tellement favorable, tellement positive, et soudainement cela s'est produit, la chute du régime d'Assad et la mort d'une grande partie de la direction du Hezbollah. Ça avait été l'un des pires moments pour le gouvernement iranien. Les Iraniens ont dû revoir leurs calculs, n'est-ce pas ? Faire une réanalyse de la situation pour voir comment ils allaient réagir. Et tout allait à l'encontre des Iraniens dans cette situation. Jusqu'à ce que les États-Unis commencent alors les attaques l'année dernière, vers la moitié de l'année 2025 contre l'Iran, n'est-ce pas ? Parce qu'Israël a affirmé, selon certaines sources journalistiques, qu'il irait jusqu'à utiliser des armes nucléaires contre l'Iran si les États-Unis, au milieu de l'année dernière, ne participaient pas à l'attaque à ce moment-là. L'essentiel, c'est que les États-Unis sont intervenus et que les Iraniens ont compris qu'ils seraient, cette fois, la cible. Ils allaient subir la prochaine attaque et ont dû se dépêcher de se préparer. Et le Hezbollah, sachant cela, a également dû se dépêcher de se préparer. La situation du Hezbollah était très mauvaise, une grande partie de leur direction ayant été neutralisée. Il a fallu du temps au Hezbollah pour se réorganiser, d'accord ? À l'époque, il y a eu... Si tu regardes mes anciennes vidéos, tu verras que j'ai dit que cela prendrait 6 à 12 mois, peut-être 8. Je crois même avoir précisé 8 mois à l'époque. Pour que le Hezbollah se reconstitue réellement en tant que force fonctionnelle, étant donné ce déséquilibre de commandement qu'ils ont eu. Et, Israël, dans ce sens, a en quelque sorte perdu la main. Ali, il n'a pas fallu longtemps pour lancer une attaque contre le Hezbollah, et maintenant,
avec cette attaque contre le Hezbollah est déjà plus ou moins organisé en termes de structure, de commandement, de hiérarchie, mais pas encore en capacité militaire réelle, car il n'y a pas encore de pont logistique qui approvisionne le Hezbollah depuis l'Iran, n'est-ce pas ? Ils continuent à avoir ce problème, mais même ainsi, cette région-là est une région qui, en termes défensifs, est très favorable au Hezbollah et pas tellement à Israël. Et cela s'aggrave à partir du moment où il y a eu cet échange de tirs, de missiles et de drones entre Israël et l'Iran. Et là, on sait de façon catégorique, ce n'est pas une spéculation, que malgré la mort de la direction iranienne, les Israéliens ont dépensé une grande partie de leur capacité défensive. Des munitions qu'ils avaient, y compris celles des États-Unis et même leurs réserves. Dans ce contexte, de plus en plus d'analystes américains disent qu'il sera problématique à l'avenir de reconstituer ces munitions perdues. N'est-ce pas ? Ces munitions intelligentes qui ont été perdues là-bas. Eh bien maintenant, du point de vue israélien, comme je l'ai dit, il me semble qu'Israël a perdu la fenêtre d'opportunité pour faire quelque chose de plus actif contre le Hezbollah, n'est-ce pas ? Oui, il aurait peut-être été préférable de changer le contexte. Quand peu après les attaques d'Upeijer, s'ils avaient dit fait quelque chose, ils auraient peut-être eu plus de succès à ce sujet. Et de ne pas avoir essayé de s'en prendre à l'Iran, n'est-ce pas ? L'Iran était déjà une structure bien plus grande, au-delà de la capacité d'attaque d'Israël. Mais Israël possède des armes nucléaires, d'accord ? Mais c'était très improbable. Il était très improbable qu'ils les utilisent vraiment, et s'ils devaient les utiliser, mon gars, ce serait une situation politiquement désastreuse pour les Américains eux-mêmes. Je ne dis pas que les États-Unis allaient attaquer Israël, évidemment que non, mais il serait très difficile pour les pour les États-Unis, de continuer à soutenir la défense d'Israël après une attaque nucléaire. Voilà mon point de vue, mais je ne suis pas certain, car il faut se rappeler qu'une grande partie de la direction israélienne est à un niveau de radicalisme religieux qui ne diffère pas beaucoup du radicalisme religieux que l'on voyait chez les dirigeants iraniens, les ayatollahs, n'est-ce pas ? Et en plus, je dois apporter une autre nouvelle ici, qui va s'ajouter à tout cela. Bien sûr, évidemment, l'idée était de radicaliser, peut-être dans le but d'une mission messianique, un objectif messianique de provoquer la Troisième Guerre mondiale. À partir du moment où arrivent des informations aussi bien de la presse israélienne que de la presse américaine. Où, en fait, Ahmadinejad, qui était le président de l'Iran, n'est-ce pas, et il fait partie d'une faction encore plus radicale que les ayatollahs, y compris ces ayatollahs décédés. Et à partir du moment où l'on apprend dans la presse qu'Ahmadinejad était pressenti pour prendre le pouvoir en Iran, lors de la chute des ayatollahs, la seule interprétation possible de cela, c'est qu'il voulait lancer vraiment une radicalisation du régime iranien. Mais pourquoi ? Tout indique qu'en fait, cette élite là-bas, en Israël, voulait provoquer une guerre plus grande pour qu'une troisième guerre éclate et que la question de la prophétie à laquelle ils croient dans là-bas se réalise et tout le reste. Parce que nous avons cette branche religieuse radicale en Israël, tout comme nous l'avons en Iran et tout comme nous l'avons en Arabie Saoudite. On en parle moins à cause du prince saoudien, moderne puisqu'il laisse même les femmes conduire, non ? Enfin, mais nous avons ces branches radicales là-bas, et toutes ces branches croient fermement, vraiment fermement, que la Troisième Guerre est fondamentale pour que le Messie revienne. Dans le cas d'Israël, pour que le Messie revienne et libère le peuple d'Israël, le peuple juif, n'est-ce pas ? Je précise que je ne parle pas de tous les juifs, mais de l'élite actuellement au gouvernement israélien, comme il en existe aussi chez les chiites, sunnites et aux États-Unis. Alors tu réunis cette bande de fous qui veulent provoquer une guerre sainte parce qu'ils croient qu'ainsi ils feront venir leur sauveur, n'est-ce pas ? Chacun pense que le sauveur sera de son côté, n'est-ce pas ? Donc c'est une situation très chaotique. Maintenant, il faut se rappeler que, sur le plan géopolitique, il y a des forces qui agissent au sein des dirigeants des États. Mais les États ont aussi des forces internes qui sont également en compétition entre elles. Et cela montre que ce n'est pas si facile non plus pour Donald Trump de commencer une guerre avec l'Iran, sachant que les bombardements seuls n'ont pas suffi à changer le régime, ni à radicaliser encore plus l'Iran, n'est-ce pas ? La garde révolutionnaire, apparemment, les informations que nous avons en ce moment indiquent donc que la garde révolutionnaire a pris le pouvoir et, dans ce sens, aussi incroyable que cela puisse paraître, la branche de la garde révolutionnaire iranienne n'est pas la branche la plus radicale.
Dans ce contexte, on s'est rendu compte que les bombardements seuls ne suffiraient pas à renverser le régime iranien, ni à débloquer le détroit d'Ormuz qui a un impact sur les autres alliés du Golfe, n'est-ce pas? Haïti, les Émirats arabes unis, le Qatar, personne n'est satisfait, pas même l'Arabie saoudite, n'est-ce pas? C'est une mauvaise situation. Il a compris que ce n'était pas approprié et tente de se retirer, n'est-ce pas? Mais Israël continue d'impliquer les États-Unis. Et dans ce sens, une loi vient d'être adoptée là-bas, enfin pas vraiment une loi, mais une motion a été adoptée au Congrès américain selon laquelle Trump ne pourra pas déclarer la guerre ou lancer de nouvelles attaques contre l'Iran, à moins d'avoir le soutien du Congrès américain. Et il me semble que la presse a présenté cela comme une défaite pour Trump, mais il ne me semble pas que ce soit le cas. Je vais le dire ici, catégoriquement, il me semble que c'était une victoire pour Trump. Je pense probablement que Trump est sans derrière tout ça, n'est-ce pas? Bon, mais Trump va magouiller avec le Congrès pour soutenir quelque chose qui va contre lui. Ça semble étrange, mais non, ce n'est pas nouveau, cela s'est déjà produit. C'est une façon pour lui de se décharger de la responsabilité envers Israël. Si Israël le pousse trop, il va dire « Écoutez, j'aimerais bien entrer en guerre avec vous, mais je ne peux pas faire ça sans le Congrès. » Autrement dit, il partage le coût politique avec le Congrès. Il n'a pas à supporter seul le fardeau politique de cela. C'est aussi ce qui est arrivé à Obama en Syrie, n'est-ce pas? À l'époque, on a aussi présenté cela comme une défaite. Et plus tard, il est apparu qu'il avait passé des accords avec le Congrès. Pour que le Congrès américain lui-même vote dans ce sens pour empêcher les attaques contre la Syrie sans que lui, le Congrès, soit sollicité, n'est-ce pas? Cela semblait être une défaite pour Obama, mais c'était ça. Obama voulait montrer qu'il était prêt à attaquer la Syrie, mais il ne pouvait pas le faire légalement parce qu'il avait besoin de l'approbation du gouvernement américain. Donc c'est une façon pour le président, ici au Brésil cela arrive aussi, d'accord? C'est une manière pour le président de montrer son soutien à ce pays allié qu'il est prêt à agir, mais il ne le fera pas vraiment. Il ne veut pas l'abandonner, mais doit encore en discuter avec le Congrès. Tu comprends, non? Je veux me battre avec toi, je veux aller à la guerre à tes côtés, mais je dois voir avec le Congrès, tu comprends? Et si jamais le Congrès ne l'autorise pas? Et il rejette aussi un peu la responsabilité sur le Congrès en cas de catastrophe, tu vois? Parce que maintenant, si le Congrès approuve une intervention en Iran et que tout ce désastre dont on parle arrive, qu'une guerre contre l'Iran est impossible pour les États-Unis, ce ne sera pas seulement Donald Trump qui devra en payer le prix, parce que tout le monde l'aura soutenu. Donc ça peut sembler étrange, mais ça arrive souvent. Ici, cela arrive aussi parfois. Mais ici, l'exemple que je peux donner, c'est quand par exemple un candidat dit qu'il va investir dans quelque chose, qu'il va injecter de l'argent je ne sais où, et puis une fois qu'il prend le pouvoir, il dit « je ne peux pas », tu vois? Parce qu'il y a la loi de responsabilité fiscale, il y a le TCU qui ne va pas laisser faire, n'est-ce pas? Donc mince, c'est embêtant, je ne vais pas pouvoir tenir cette promesse. Les politiciens, que ce soit aux États-Unis, en Israël ou en Iran, font toujours des magouilles. De toute façon, il me semble que Donald Trump n'est pas très disposé actuellement. Mais parce qu'il a compris que l'Iran est un porc-épic, et si jamais il continue à provoquer, ça va mal tourner pour lui. Sauf que si les États-Unis se retirent maintenant, la victoire politique sera iranienne, même si la victoire militaire est américaine. Mais la guerre, ce n'est pas une compétition sportive. Ce qui compte dans la guerre, c'est la politique, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Politiquement, si les États-Unis se retirent maintenant, les Iraniens contrôleront le détroit d'Ormuz et pourront imposer leurs conditions aux pays du Golfe. Ce qui est terrible pour ces pays et n'est pas bon pour l'image des États-Unis. Donc il me semble qu'ils vont essayer, les États-Unis, d'arriver à une sorte de médiation. Et Israël, en s'en rendant compte, essaie de résister parce qu'il comprend qu'il va se retrouver dans une situation très vulnérable à l'avenir. De toute façon, ne vous y trompez pas. Israël ou l'Iran n'obtiendront pas une grande victoire maintenant. Cela va prendre du temps, n'est-ce pas? Il est probable qu'on reparlera du Moyen-Orient dans les années à venir. Parce que, ne vous y trompez pas, ce conflit et cette histoire ne font que commencer. Beaucoup de choses restent à venir, hélas. En ce qui concerne les États-Unis, nous devrions probablement avoir une solution bientôt. Bientôt, entre guillemets, je pense que d'ici la fin de l'année. Mais en ce qui concerne Israël et les pays du Levant, n'est-ce pas? Avec le Liban, avec Gaza, etc. Cela prendra plus de temps. Il faut aussi rappeler que le ministre, un officiel israélien, a dit qu'une fois cette situation résolue, le principal problème d'Israël sera la Turquie ou l'Égypte. Beaucoup de choses nous attendent encore. D'accord? Merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez aimé le nouveau décor, j'espère que vous apprécierez ce nouveau format de la chaîne, avec 2 vidéos pendant la semaine et une vidéo le samedi soir.
n'est-ce pas? En gardant la tradition et en comptant sur votre soutien. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager la vidéo. J'ai laissé ça pour la fin, n'est-ce pas? Parce que tout le monde le dit. Alors, partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et dites à vos amis de s'abonner aussi. Soutenez-nous. D'accord? Merci à tous, à bientôt. À la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du décor en commentaire. Salut tout le monde.